Le débat numéro 2, le viager est-il une épargne pour vieux pauvres? Avec André Masson, donc, qui est professeur à PSE et associé à la chaire Transition démographique. Et pour en discutant, Dominique Ligier, directeur de la stratégie Caisse des dépôts, et Clément Lecuivre, responsable du département Analyse stratégique, innovation et développement durable. Donc André, tu as encore la parole pour 12 minutes. Tu as quand même tes 12 minutes. Bonjour. Bon, je suis un peu comme Jean Hervé qui ne se rappelle plus le titre de think tank. Hein. J'ai passé plusieurs jours à Aix, d'opéra, de libation et de travail, si bien que je suis dans un drôle d'état. Alors, pour parler du viager, donc, vous avez vu, c'est un peu la transition avec la table ronde précédente. Pourquoi il serait utile en France, effectivement, c'est cette concentration du patrimoine. Et puis, vous voyez bien que le fait qu'on taxe fortement et progressivement les héritages familiaux, après, les gens font ce qu'ils veulent, mais une des manières d'éviter cet héritage, c'est donc de passer par le viager. Alors, sur les formes de viager, bon, je vais être assez rapide. Si vous voulez, le problème qu'on a au départ, c'est que la rente viagère et les formes de produits viagers sont peu diffusées en France comme à l'étranger. Ce n'est pas un phénomène typiquement français, c'est un phénomène qu'on trouve partout. Ça n'était pas vrai au XVIIIe. Puisque vous avez la fameuse diatribe de Mirabeau qui parle de l'égoïsme des rentiers viagers. Si je vous parle maintenant de l'égoïsme des rentiers viagers, vous allez dire de quoi il parle. À l'époque, en 1794, ça avait un sens. Ça n'en a plus maintenant. Bon. Alors, je suis obligé de parler des différents types de produits viagers, je suppose, quand même rapidement. Donc, vous avez la rente viagère différée type PERP, qui fonctionne en assurance vie. Et donc, c'est une épargne pour la retraite fiscalement avantagée. Donc, avec les primes versées pendant l'activité, donne droit à une rente nominale pendant la retraite, etc. Vous avez le prêt viager, hypothécaire, gagé sur le logement, reverse mortgage. Donc là, vous êtes propriétaire de votre logement toujours, mais vous contractez une dette qui est gagée sur votre logement et vous touchez un capital ou des rentes. Toutes ces capitales et ces rentes sont accumulées. Et lorsque vous mourrez, eh bien, la banque ou l'assureur se rembourse ces dettes et capital accumulé sur le prix du logement, à condition évidemment que ce capital et ces rentes accumulées ne dépassent pas le prix du logement. Bon, ça c'est le seul défaut. Et puis troisièmement, vous avez la vente en viager, qui là est de nouveau une assurance vie, où je reste à la maison, mais dans lequel, là, contrairement au prêt viager, j'ai aliénation de mon bien, et je reçois donc un bouquet et des rentes. Le bouquet, c'est le capital, mais je ne suis plus propriétaire. Donc voilà un petit peu. Alors, sur ce qu'on peut dire par rapport à ces produits, c'est que le modèle de cycle de vie standard, bon, ça n'intéresse pas tout le monde dans la salle, n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de rente viagère. Hein. Donc, si vous voulez, ça, c'est déjà Modigliani, qui est le père de la théorie, dans son discours de prix Nobel en 1986, disait que c'était un vrai problème. Donc, c'est un problème qui datait déjà d'au moins d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Il est toujours là. Et ça gêne beaucoup les économistes professionnels qui, en particulier dans les pays libéraux, voudraient développer la rente. Bon, ça, c'est pas nouveau. Je ne vous dis pas pourquoi, mais vous voyez bien que, par contre, les raisons que vous pourriez avoir en tête, du genre la concurrence des systèmes publics par répartition, bon, ça peut expliquer pourquoi il y avait de la rente au 18e, mais ça n'explique pas pourquoi la rente viagère n'est pas beaucoup plus diffusée dans des pays où le taux de remplacement est relativement faible, comme en Grande-Bretagne. Bon. Je passe tout ça. Alors, pourquoi la rente ne marche pas si vous sortez de la théorie standard, en fait, et que vous passez à ce que j'appelle la rationalité pratique des épargnants, eh bien, c'est au moins pour les rentes différées. Donc, vous distinguez bien donc, la rente différée d'un côté, le PERP, j'accumule, et puis plus tard, dans 30, 40 ans, je vais toucher une rente, au produit de rente immédiate gagée sur le logement, c'est-à-dire quand je suis à la retraite, j'essaie d'obtenir de l'argent ou de rendre liquide mon patrimoine. Obtenir de l'argent, c'est le prêt viager. Rendre liquide mon patrimoine, c'est le viager. Donc, il faut distinguer ces deux types de produits. Mais alors, contre la rente viagère, ce qu'on dit en général, c'est qu'elle a un rapport trop lointain. Je vais toucher ça trop tard, dans le cas du PERP. Donc, je suis impatient à court terme, j'en veux pas. Il y a un effet tunnel. Quand je prends un PERP, pour que ce soit rentable, il faut que je le prenne tôt. Et donc, j'en ai pour 60 ans, de 30 ans à 90 ans. Donc, c'est un peu long. Donc c'est irréversible. Donc là, les modèles parlent de la préférence pour la flexibilité. Il y a le risque de perte. Ça vaut beaucoup plus pour les produits gagés de rente immédiate. C'est-à-dire, si je meurs tout de suite,
donc j'aurais touché une rente pendant 2 ans en viager, donc j'aurais perdu. Et puis, vous avez aussi, alors là, qui renvoie à la table ronde précédente, l'antifamilialisme, c'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve l'effet Mirabeau, c'est-à-dire prendre une rente, en particulier à âge élevé, donc les produits de rente immédiate, c'est interprété comme la volonté de spolier les enfants de l'héritage attendu, de ces fameuses espérances d'héritage. Bon, alors je passe sur ces différentes choses, mais si vous voulez, ce qu'on a commencé à faire, en particulier avec des réunions avec Hippolyte Dalbit, c'est montrer qu'il y avait d'autres problèmes, en particulier de rationalité que on peut appeler ambiguë existentielle, c'est que le point de vue de l'individu sur sa vie n'est pas du tout un point de vue impartial, objectif, extérieur, comme celui que voudrait le faire croire la puissance publique ou l'assureur. Et en fait, il effectue sa vie, donc il a en particulier la probabilité de survie n'a pas de sens pour lui, directement, puisqu'en fait c'est un construit statistique qui date en particulier de Halley, le mec, l'astronome, la comète de Halley, qui en 1640 a sorti les premières tables de mortalité sérieuses. C'est plus tard, 1690. Les premières tables de mortalité datent d'avant 1640, mais enfin c'est vers Halley qu'on a vraiment les tables de mortalité correctes, de régularité statistique. La régularité statistique me renseigne quand même assez mal sur ma mort à moi, qui est quand même un phénomène unique souhaité par certains dans cette salle, mais enfin je veux dire, c'est pas un phénomène régulier. Je vous rappelle par exemple que si vous voulez prendre un emprunt, actuellement, hein, et que vous avez eu un AVC récent, la banque refuse, parce que si vous avez un AVC récent, elle refuse de vous attribuer une probabilité de survie. Elle ne les connaît pas, donc elle vous refuse l'assurance décès. C'est un exemple évidemment limite. Alors, maintenant, si je vois les différents types de produits viagers, il me reste 5 minutes, non à peu près, même pas. Un peu moins, oui. Même, il est méchant avec moi. Il faut voir à la fois le point de vue de l'acheteur et le point de vue du vendeur. Je passe là-dessus. Mais moi, ce que j'ai recommandé en particulier, c'est un produit que j'ai appelé VIP, donc viager intermédiaire partiel, qui est l'idée donc que d'abord il doit être intermédiaire ou mutualisé, comme disent les assureurs, puisqu'il y a accord général que les acheteurs particuliers posent problème. Mais par contre, moi, je voudrais aussi un viager partiel pour éviter l'aliénation totale du bien, l'aléa moral qui fait qu'on n'entretient plus le bien quand on a viagé, et surtout éviter les tensions familiales, puisque vendre en viager, c'est spolier les enfants de l'héritage attendu. Donc le viager partiel ne porterait que sur une part fixée du logement. En gros, j'ai 2 enfants, je vends 1/3 de mon logement à la banque devient mon 3e enfant. C'est mignon, hein. Et donc, effectivement, à la moi, il y a un problème, il peut y avoir des problèmes de rachat, mais si vous voulez, on voit que tous les problèmes que je n'ai pas pu vous exposer sont atténués grâce au VIP. Alors, les conclusions qui sont les plus importantes pour moi, pourquoi le viager est peu diffusé, hein? Pourquoi régulièrement vous avez un patron qui dit qu'il faut relancer le viager et qu'en pratique, il ne va rien se passer. Alors, pourquoi? Eh bien, d'une certaine manière, c'est parce qu'il faut que des investisseurs comme la Caisse et tout ça se lancent dans apostrophe l'État, en disant qu'il faudrait que l'État s'y mette, qu'il y ait une structuration du marché par l'État. L'État n'a pas à intervenir de manière intrigante, il doit structurer le marché exactement ce que disait Bourdieu dans les récemment publiées, ses conférences sur l'État. S'il n'y a pas une structuration du marché par l'État, le viager ne peut pas se développer. Donc je vais vous donner des exemples. C'est un marché sur lequel on ne sait rien. Combien y a-t-il de viagers par an? Même cette simple statistique, 5 000 sans doute, mais on n'est pas sûr. Combien y a-t-il de viagers en attente? Peut-être 12 000, mais on n'est pas sûr du tout. Les caractéristiques des vendeurs et des acheteurs individuels, on ne sait pas trop. Les gens qui reçoivent un bouquet, qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas. Apparemment, la grande idée, dite par Eric Guillaume, mais donc c'est un professionnel qui supplée à l'État, dit que 70% des viagers annuels sont des faux viagers, sont des viagers familiaux entre l'oncle et le neveu ou la nièce pour éviter les 55% de droits de succession. Vrai, faux, sans doute vrai, mais on n'en sait rien, on ne sait rien du tout. Quel est l'usage Bon, on ne sait pas. Un autre fait, par exemple, on a l'impression que les rentiers viagers vivent moins longtemps que les autres. L'antisélection, c'est qu'ils vivent moins longtemps. D'accord? Or, en termes de...
Parce que sans doute, ils veulent un bouquet tout de suite, sont pris par la liquidité. Vous savez que dès le 18e, des gens comme Voltaire savaient qu'en termes de rente viagère, tout le monde savait qu'il y avait une anti-sélection et que les gens qui contractaient une rente viagère vivaient plus longtemps que les autres. Sur le viager, c'est sans doute l'inverse. Est-ce qu'on sait quelque chose? On ne sait rien. Rien du tout. Bon, comment voulez-vous que ça marche? Donc la première chose, est-ce que des investisseurs institutionnels veulent bien faire qu'on fasse améliorer l'information du vendeur et de l'acheteur? Ça n'est pas fait, personne ne sait rien. Par exemple, sur le viager, la rente est indexée, on ne sait pas. Redresser l'image du viager, que ce soit un actif d'intérêt général. Donc, le viager, si on veut le faire, hein, on n'est pas forcé de le faire, on peut dire que le viager est un produit de droite, comme j'ai entendu, donc on n'en veut pas. Ça, c'est pas mon problème. Je dis seulement si on veut le faire. Ma position n'a aucun intérêt là-dessus. Si on veut le faire, il faut dire que c'est un actif utile au niveau individuel, surtout s'il y a un retrait de l'État-providence. C'est un actif utile au plan familial, puisque ça va générer des liquidités pour moi, et ça va éviter que je demande de l'argent, de l'aide financière à mes enfants, qui sont aussi contraints par la liquidité. Donc c'est bon pour les deux, les enfants comme les parents. Et c'est un actif utile au niveau social, si le bouquet en particulier peut permettre une transmission plus rapide du patrimoine. Je touche le capital et je le donne directement à mes enfants. Donc, voilà. Ensuite, il y a le problème du rachat du logement par les enfants, je passe, mais vous voyez bien qu'une augmentation des droits de succession sur héritages familiaux est une des meilleures manières de favoriser le viager, puisqu'il deviendra plus rentable, vu que l'héritage familial, maintenant, est prohibitif. C'est ça, en fait, la table ronde précédente, c'est de dire que l'héritage familial est devenu prohibitif, sauf pour les classes moyennes et pauvres, pour lesquelles, évidemment, comme la taxation est progressive, ils ne paieront pas plus. Et puis, du côté des acheteurs, évidemment, améliorer l'image des acheteurs sociaux, en particulier en matière d'HLM, favoriser les professionnels, sans doute, aux dépens des particuliers acheteurs directs, ce qui fera que les professionnels vont se diriger de plus en plus vers un capital plutôt que des rentes, et puis dédramatiser le placement avec des effets d'habillage sous forme de SCPI, de valorisation ou autre chose. Mais l'idée, c'est que si ces 6 types d'actions que vous avez parfaitement en tête, donc manque de données, améliorer l'information, redresser l'image de viager comme un actif d'intérêt général, résoudre le problème du rachat du logement par les enfants, augmenter les droits de succession sur héritages familiaux et changer l'image de marque du produit du côté des acheteurs, le viager est très mal parti. Merci André. Donc sur la description de ce produit parfait, le viager intermédiaire partiel, peut-être les réactions de la CDC, si elle veut le mettre en place ou pas. Bien, merci. Ça marche, bon. Merci. André vient de nous dresser brillamment, comme d'habitude, un portrait, je me rattrape, un portrait du viager en France. Moi, je vais partager mon exposé avec Clément. Nous allons vous présenter en quelques minutes l'option du viager avec un intermédiaire institutionnel, puisque face effectivement à un certain nombre de spécificités que André vient de rappeler, l'angle d'attaque de la Caisse des dépôts, c'est effectivement de voir si un organisme, voire une institution prestigieuse comme la Caisse, peut effectivement rentrer sur ce marché, quelle est sa valeur ajoutée, que peut-elle apporter. Alors, quelques mots sur le contexte pour rappeler les données fondamentales. La première des données, c'est effectivement l'importance, puisque nous sommes dans le cadre du vieillissement, l'importance effectivement de la population de plus de 60 ans et plus dans notre pays, et surtout les évolutions à moyen et long terme. Les évolutions sont tout à fait considérables, puisque en 2040, nous aurons 8 millions de plus de personnes de plus de 60 ans dans notre pays. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Ce phénomène est doublé par un autre phénomène de fond, qui est évidemment la baisse des revenus, du revenu moyen disponible de ces personnes âgées. La baisse est estimée à 40% entre les 45 et 75 ans, c'est-à-dire une baisse, là aussi, tout à fait considérable dans un espace de temps très court. Le revenu moyen, comme on le rappelle sur ce document, en France étant en 2007 de 26 000 euros par ménage retraité. Donc là aussi, troisième donnée importante, l'assez faible, effectivement, pouvoir d'achat des retraités dans notre pays. La troisième particularité qui nous intéresse, effectivement, pour planter le décor, c'est l'importance du patrimoine immobilier qui constitue la principale richesse des ménages retraités. C'est un fait qu'effectivement, il y a concentration effectivement du patrimoine avec l'âge et notamment du patrimoine immobilier. La question étant, une fois posées ces données,
de savoir comment on peut recréer une plus grande liquidité des revenus, notamment arriver à faire face à la diminution des taux de remplacement et surtout à l'augmentation tendancielle des dépenses à partir, j'allais dire, d'un certain âge. Alors, ce n'est pas l'âge du capitaine, c'est grosso modo à partir de 70-75 ans, au moment où notamment les problèmes de santé et les problèmes possibles d'entrée en établissement spécialisé se posent. Donc voilà, effectivement, les grands agrégats auxquels nous sommes confrontés. Si on revient effectivement sur la partie patrimoine, le contraste est effectivement très très fort entre les groupes. Le patrimoine moyen en France aujourd'hui est évalué à 324 000 euros, dont 120 000 euros en immobilier. Et là-dessus, bien évidemment, la résidence principale représente près de 65% de la valeur pour le décile médian et 20% pour le décile des personnes les plus riches. Donc, on rejoint effectivement des données qui ont déjà été exposées précédemment sur l'importance du patrimoine immobilier et sa concentration. Traditionnellement, on dit en France que nous sommes un pays de petits propriétaires. C'est en partie vrai, puisque nous avons à peu près 5 millions dits de petits propriétaires. Alors, qu'est-ce qu'un petit propriétaire? Un petit propriétaire, c'est un ménage âgé, ou pas un ménage d'ailleurs, dont la fourchette des revenus annuels se situe entre 15 000 et 23 000 euros, avec un patrimoine autour de 100 à 180 000 euros. Oui, c'est pas des millions d'euros. Hein. Oui. Non, mais mon propos n'a pas à rectifier l'erreur, effectivement. Oui. Malheureusement, ce ne sont que des milliers. Quant aux propriétaires aisés, c'est-à-dire la tranche supérieure, elle se chiffre à 4 millions, avec un revenu nettement supérieur à 23 000 euros par an et un patrimoine supérieur à 180 000 euros. La troisième donnée qui nous était important effectivement aussi de rappeler sur ce grand contraste effectivement des revenus et du patrimoine des personnes âgées, c'est le nombre de personnes âgées qui sont sous le seuil de pauvreté. Il est aujourd'hui d'un peu plus de 1,5 million de personnes pour un revenu mensuel moyen de 950 euros. Donc on est juste au-dessus vraiment juste au-dessus du minimum vieillesse, voire en dessous du minimum vieillesse. Ça représente 10% des personnes âgées et nous avons rappelé, parce que c'est, je crois, extrêmement important en termes notamment de sociologie, que les femmes sont particulièrement concernées, effectivement, par cette tranche, effectivement, qui est sous le seuil de pauvreté. Petite allusion aussi au surendettement. On parle beaucoup du surendettement des jeunes ménages confrontés, effectivement, aux besoins de consommation, besoins d'accumulation du capital. Il y a aussi un très fort surendettement, effectivement, chez les personnes âgées. Donc voilà quelques données quelques données. Le document suivant rappelle effectivement l'importance effectivement du patrimoine chez les retraités. Vous voyez qu'effectivement les pics c'est entre 50, pour simplifier, 70, 75 ans, avec une très très forte concentration et une légère diminution à partir de 75 ans, mais qui n'est pas très importante. Oui. Le deuxième point sur lequel maintenant je voudrais insister, c'est la baisse structurelle des revenus et la hausse tendancielle des dépenses. Alors le contexte, il est classique, hein, il n'est pas propre d'ailleurs aux personnes retraitées. Il est lié d'abord à la situation des finances publiques qui sont dégradées et à l'intérieur des finances publiques et notamment des dépenses publiques, les dépenses de retraite et de santé sont évidemment particulièrement importantes. Et je veux dire que de plus en plus, effectivement, on se focalise non seulement sur les déficits du budget de l'État, mais également sur les déficits sociaux qui sont en proportion beaucoup plus importants et beaucoup plus inquiétants que celui de l'État.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'augmentation, bien sûr, de l'espérance de vie, qui est encore très très forte dans notre pays, qui est près de 3 mois par an encore en tendance actuelle. Donc ça, c'est le contexte global. Le deuxième aspect qui est important, c'est donc cette baisse du pouvoir d'achat des personnes âgées qui est à prévoir. Nous l'avons vu près de 40% dans les décennies à venir. Les causes, bien sûr, c'est la diminution des taux de remplacement, qui ira en s'accentuant au fur et à mesure, effectivement, que les retraites seront indexées sur les prix et non plus sur les salaires. Ça, c'est le grand changement, effectivement, qui est intervenu notamment à l'occasion de la dernière législation sur la retraite. C'est effectivement le changement d'indexation qui peut commencer, effectivement, à porter ses effets alors, vraiment dans les mois à venir. Et le deuxième, c'est l'augmentation des dépenses, bon, qui est bien sûr qui s'explique par l'inflation, mais qui s'explique aussi beaucoup par l'allongement de la durée de la vie, le vieillissement et les fameuses dépenses de santé supplémentaires. Alors je vous rappelle qu'en matière de dépenses de santé, pour illustrer, aujourd'hui, plus de 60% des dépenses de santé sont concentrées sur 8 millions d'assurés sociaux, sur 60. C'est ce qu'on appelle les ALD, c'est-à-dire la prise en charge à 100%, effectivement, des dépenses de santé par la collectivité nationale. Ce montant de 8 millions de personnes étant amené à doubler dans les prochaines années, non pas parce que la santé va se dégrader en France, mais tout simplement parce que le vieillissement de la population va conduire effectivement à une très forte augmentation des assurés sociaux inscrits en ALD. Donc c'est un phénomène tout à fait majeur. Donc voilà les quelques grandes données alors, la diminution du pouvoir d'achat des seniors est à prévoir dans ce contexte. La situation est particulièrement critique pour les personnes qui, à partir d'un certain âge, doivent envisager, ou pour lesquelles on envisage effectivement de rentrer en EHPAD. Je ne rentre pas dans le détail, effectivement, mais c'est vrai que quitter le domicile et rentrer en établissement spécialisé coûte extrêmement cher à la collectivité, mais coûte aussi extrêmement cher aux retraités et à leurs familles. Et le deuxième point, effectivement, c'est à partir, effectivement, de cette entrée, entrée en établissement, le reste à vivre chez les retraités devient très souvent négatif. Il est chiffré pour le moment à environ 261 € par mois. Dans ce contexte, les données classiques sont complètement bouleversées. La solidarité et les transferts intergénérationnels doivent jouer dans un sens différent. Et c'est là où nous rentrons effectivement, nous revenons dans la problématique effectivement du viager que nous avons évoqué tout à l'heure. Le point qui me paraît le plus important, effectivement, avant d'y rentrer, c'est cette petite comparaison effectivement européenne sur... Il vous reste 1 minute. Sur le taux de remplacement. Le taux de remplacement en France est particulièrement touché. C'est celui qui est sans doute le plus touché par rapport à l'Allemagne, aux Pays-Bas et à l'Italie. Les dépenses de retraite augmentent fortement, ça on l'a vu. Et enfin, le taux de cotisation est déjà extrêmement élevé sur les actifs. Donc un petit rappel effectivement sur les données. Enfin, le viager doit donc constituer pour nous une modalité de financement, notamment pour la dépendance, c'est-à-dire pour les personnes, effectivement, au-delà de 70 ans, qui commencent à être confrontées à des problèmes sérieux de santé et éventuellement d'entrée en EHPAD. Comme l'a rappelé André, pour le moment, le viager est un produit financier quasi confidentiel, donc je pense qu'il y a énormément de choses à défricher. Toujours cette incertitude, effectivement, même sur le nombre de transactions annuelles concernées par le viager, entre le vrai viager d'ailleurs et le faux viager.
Et pourtant, il présente incontestablement des avantages que nous allons développer. Le premier, effectivement, il permet aux retraités de continuer à vivre dans leur domicile en conservant effectivement une rente. Alors, il ne s'agit pas effectivement d'un complément de retraite, c'est plutôt une capacité effectivement à avoir un certain nombre de revenus supplémentaires pour faire face à des dépenses supplémentaires. Et enfin, il permet également aussi d'aménager, à partir du moment où il y a maintien à domicile plutôt effectivement qu'entrée en établissement, d'aménager surtout de financer un certain nombre de travaux d'adaptation. Donc voilà en quelques mots, planter le décor et les agrégats sur lesquels nous avons travaillé. Je vais passer la parole à Clément Lecuivre qui va maintenant détailler effectivement l'approche, j'allais dire, du produit ou des produits sur lesquels nous avons réfléchi et du rôle possible des organismes et des institutions dans les mois à venir sur ce sujet. Merci Dominique. Comme André Masson et Dominique viennent de l'indiquer, l'utilité donc d'une relance du viager ne fait plus tellement débat parmi nous, et vous avez compris que ces éléments de discussion étaient plutôt des éléments de capitalisation sur les travaux qui ont été effectués par la chaire, davantage que de remise en cause de ces conclusions. Alors, pourquoi le recours au viager institutionnel ou au recours à des investisseurs institutionnels peut être pertinent, et comment on s'y prend? Telles sont un peu les deux questions que je souhaiterais évoquer devant vous en quelques minutes. André Masson l'a déjà esquissé. Faire intervenir un intermédiaire, en principe, en particulier un investisseur institutionnel, permet de contourner un certain nombre de blocages culturels. Il l'a indiqué, le sentiment de spoliation des héritiers, le pari sur le temps de vie restant des vendeurs, etc. Il y a deux grands avantages si on regarde le point de vue et du vendeur et de l'acheteur. Du point de vue du vendeur, c'est la désincarnation de la relation personnelle avec le cédant et une relative garantie de solvabilité de l'acheteur. C'est un point sur lequel on n'a pas insisté jusqu'à présent, mais une autre difficulté dans le contrat de viager, c'est la garantie qu'apporte l'acheteur au vendeur sur sa solvabilité. Et puis, du point de vue de l'acheteur, c'est la mutualisation du risque. Une des causes aujourd'hui de la faible diffusion du viager, je dis bien une des causes, c'est pas la seule, mais c'est aussi le fait que des particuliers, c'est essentiellement aujourd'hui un marché de particuliers, de gré à gré, et un particulier a rarement les moyens de diversifier son portefeuille et de multiplier la prise de risque. Et donc, rares sont les acquéreurs en viager aujourd'hui en France qui ont plus de 2 ou 3 biens en viager. On en connaît certains qui ont un portefeuille de 50 à 60 viagers, mais ils sont vraiment extrêmement peu nombreux. Un certain nombre de risques demeurent néanmoins, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. L'exposition au risque immobilier pour l'acquéreur, avec une risque de baisse sur les cours immobiliers, les coûts de gestion d'un patrimoine diffus et l'évolution de l'espérance de vie qui peut conduire à une déformation d'étape de mortalité, une difficulté à évaluer le risque pour l'investisseur. Alors à partir de là, quelles sont les deux formules que nous avons envisagées à ce stade? L'une que nous avons baptisée le viager intermédiaire libre. Finalement, c'est un viager classique dans lequel vous remplacez l'acquéreur particulier par un acquéreur institutionnel, un investisseur institutionnel, et c'est le contrat classique. Le preneur l'investisseur verse au preneur une rente viagère, avec ou sans bouquet. Et c'est un type de produit qui commence à se développer aujourd'hui. Il y a certains investisseurs institutionnels qui se sont lancés sur ce marché. Le deuxième type de produit sur lequel nous réfléchissons, c'est un produit de viager intermédiaire dit social, auquel André Masson a fait référence, ou viager HLM. C'est un élément qui figurait déjà dans le rapport que Madame Boulmy a rédigé. Je profite de cette occasion pour la saluer puisqu'elle est dans la salle. Et dans le rapport qu'elle a remis au ministre du Logement, où l'investisseur n'est pas un investisseur financier institutionnel, mais un bailleur social, un organisme de logement social. Alors, je reviens rapidement aux points communs qui existent entre les deux formules. C'est la même famille d'options, simplement elles se distingueront essentiellement par l'intermédiaire qui est l'investisseur. Les points communs, d'abord, c'est un viager intermédiaire. J'y reviens pas
Je vous ai indiqué les avantages, André Masson a largement décrit aussi les intérêts qu'il y voyait. Dans les deux cas, de manière optionnelle, le viager peut être partiel. C'est aussi une idée sur laquelle nous souhaitons que la chaire a développé et que sur laquelle nous souhaitons capitaliser. Alors, vous êtes passé un peu vite, c'est peut-être le seul élément de discussion que j'indiquerai sur les compléments qu'il faut apporter. Vous avez dit, je passe assez rapidement, effectivement, sur le fait que l'investisseur institutionnel devient le copropriétaire du bien au décès du cédant. En réalité, ça pose des problèmes qui sont extrêmement compliqués pour un investisseur, et c'est une situation qu'il déteste. Donc c'est un point sur lequel il va falloir qu'on travaille encore, puisqu'on ne voit pas d'autre option aujourd'hui que de développer des solutions où héritiers et acquéreurs soient dans une situation, au moment du décès du vendeur, de forcer la vente. C'est-à-dire qu'il faut prévoir des clauses juridiques extrêmement fortes, mettant sur un pied d'égalité héritiers descendants et acquéreurs institutionnels, de pouvoir réaliser la vente à des conditions qui auront été déterminées au préalable, sans quoi la sécurité de la transaction ne pourra pas être assurée. Alors, dans ce schéma, quelles sont les difficultés auxquelles maintenant l'investisseur, de son point de vue, va être confronté? J'ai déjà donné la liste, je voudrais simplement revenir un petit moment dessus. D'abord, le risque de longévité ne disparaît pas. Le phénomène Jeanne Calment, lui, disparaît pas. Alors évidemment, un investisseur institutionnel a les moyens d'évaluer son risque et de le diversifier, d'utiliser des tables de mortalité. Néanmoins, les tables de mortalité se déforment et il y a une tendance naturellement de l'investisseur à couvrir ce risque, qui joue à la baisse évidemment sur le niveau de rente viagère. Donc ça, c'est un élément structurant du marché. Deuxième risque que prend l'investisseur, c'est le risque économique, de dépréciation du bien, le risque immobilier tout simplement. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte extrêmement favorable pour lancer ce type de produit, puisque l'ensemble des observateurs considèrent qu'on est sur une phase haute, sur une phase haute du cycle, avec un niveau de prix immobilier élevé, et naturellement dans l'évaluation des biens, l'investisseur sera conduit à prendre en compte ces anticipations sur la tarification et le prix du bien et le montant de la rente qu'il serait amené à verser. Enfin, troisième type de risque, c'est aussi qui n'est pas indiqué sur la présentation, mais que je rappelle, c'est aussi la gestion d'un patrimoine diffus. Un investisseur immobilier institutionnel ne déteste rien de plus que du patrimoine immobilier diffus. Et ce risque de gestion, c'est également un risque qu'il devra évaluer et qu'il tarifiera à son client. Alors, ce qui nous conduit là aussi à privilégier, probablement en termes de thèse d'investissement, à privilégier des mécanismes qui permettent d'acquérir en viager dans des logements dits libérés, c'est-à-dire où le cédant peut s'engager assez rapidement à libérer le logement, ce qui permet à l'investisseur de réaliser la vente le plus rapidement possible, puisque c'est effectivement ce que va rechercher l'investisseur, c'est de pouvoir réaliser la vente du bien le plus vite possible. Ce qui suppose derrière que l'investisseur soit en mesure de proposer des solutions de relogement aux cédants, et ce qui renforce l'intérêt pour le viager HLM, puisque les bailleurs sociaux disposent déjà d'un patrimoine immobilier important, ce qui est un élément en sens, j'y reviendrai, qui favorise ce type de solution, j'y reviendrai dans un instant. Alors, après avoir passé en revue ces points communs qui sont assez nombreux entre les deux formules sur lesquelles nous réfléchissons aujourd'hui, rapidement deux grandes différences. D'abord, l'identité de l'acquéreur, je l'ai déjà indiqué, c'est simplement pour mémoire. Le viager dit libre serait un produit d'investisseur institutionnel classique, qui passerait par un fonds d'investissement, probablement une société dédiée. Le viager social, lui, serait réservé aux bailleurs sociaux. Deuxième différence qui en découle, cette deuxième différence concerne les sources de financement mobilisables, puisque dans le cadre du viager social, on ne peut pas exclure a priori que ces opérations soient financées comme les constructions et réhabilitations de logements sociaux classiques, c'est-à-dire en ayant recours
pour une bonne partie de leur financement sur des prêts sur fonds d'épargne. Alors, très rapidement, voici schématiquement ce que ça donnerait. J'ai déjà décrit l'ensemble de ces schémas, donc je n'y reviens pas, mais on est vraiment dans une relation de viager classique, où vous remplacez un investisseur personne morale, personne privée par un investisseur personne morale. Principale différence, vous les voyez, je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais pas si vous voyez le point, essentiellement dans les ressources, dans les sources de financement, puisque dans un viager libre, dans le viager libre que j'ai indiqué, vous devez faire appel à des fonds propres privés d'investisseurs institutionnels, le cas échéant de particuliers s'ils souhaitent souscrire au fonds, et puis des prêts classiques souscrits auprès du système bancaire. Dans le schéma de viager HLM, vous avez également la possibilité de recourir à des prêts sur fonds d'épargne. C'est la principale différence qui figure sur ces schémas. En conclusion, je souhaiterais simplement faire un petit point sur les travaux qui sont en cours. Nous avons effectué un certain nombre de simulations de rente viagère. Ces travaux nous amènent à la conclusion que le produit viager immobilier n'est pas forcément une formule très pertinente pour assurer un complément de revenus sur longue période pour des retraités, des jeunes seniors. Le niveau des rentes qui seraient amenées à être versées étant extrêmement faible. En revanche, à partir de 75 ans, pour des personnes seules ou ayant besoin d'un complément de revenus, notamment pour financer un surcroît de charges important du type financement d'un reste à vivre au moment de l'entrée dans une solution d'hébergement, là, les tables de rente nous permettent de considérer que ça peut être un produit adapté pour les âges les plus avancés. À titre d'exemple, une femme seule de 70 ans peut toucher une rente de 430 € par mois basée sur la valeur immobilière d'un bien de 100 000 €. Alors quand je dis la valeur immobilière d'un bien de 100 000 €, c'est bien en rentrant dans le schéma intellectuel et pratique que vous avez évoqué, monsieur Masson, c'est-à-dire la fraction de 100 000 € d'un bien. C'est-à-dire ça peut être sur un bien qui représente une valeur par exemple de 200 ou 250 000 €. La personne mettrait en viager simplement une fraction égale à 100 000 € de son bien. Et pour une femme seule de 70 ans, on peut imaginer une rente de 430 €. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et j'en terminerai par là. D'abord, estimer la demande. Comme vous l'avez indiqué, on a très peu d'informations aujourd'hui sur le marché. Donc ça, c'est l'objet d'une étude de marché que nous sommes en train de conduire et dont nous aurons le résultat d'ici quelques semaines, en tout cas avant la fin de l'été, pour essayer d'apprécier l'appétence des particuliers pour ce type de produit. Et puis le deuxième grand chantier que nous avons à mener à partir de ces premières réflexions, c'est de concevoir des montages opérationnels très concrets, ce qui suppose pour le viager libre d'avoir des budgets prévisionnels avec des hypothèses économiques qui soient soutenables pour des investisseurs, et puis des montages juridiques qui nous permettent de diffuser ce produit. Et puis pour le viager social, c'est de pouvoir expérimenter très concrètement avec quelques bailleurs sociaux ce dispositif, quelques bailleurs sociaux motivés dans des régions où ça sera le plus pertinent. Et ça, c'est l'objet d'un travail que nous allons lancer prochainement avec l'Union sociale pour l'habitat et puis quelques bailleurs sociaux qui seraient volontaires. En conclusion finale, et j'en ai vraiment pour 10 secondes, vous avez souligné le problème d'information, de déficit d'information sur ce marché. Vous avez absolument raison. J'ajouterais également aussi que du point de vue de l'investisseur, il y aura un gros travail de pédagogie à faire si ce produit est amené à se développer, puisqu'il a mauvaise réputation, comme vous l'avez indiqué, et des investisseurs ne feront pas Alors c'est peut-être la force de la Caisse des dépôts aussi, c'est d'avoir cette réputation et cette image d'investisseur institutionnel tiers de confiance. Mais des investisseurs qui voudraient se lancer sur le marché ne feront pas l'économie de chartes de qualité, de chartes de bonne gestion pour pouvoir assurer la confiance des particuliers qui pourraient être intéressés par ce produit. Je vous remercie. Merci.
Bon, réponse d'André. Oui, mais je réponds très rapidement. Effectivement, comme a dit Dominique Ligier, il y a près de 3/4 de propriétaires chez les plus de 60 ans, donc il y a du grain à moudre, quoi, pour, si on veut développer ces types de viagers. Donc ils sont effectivement pour 3 motifs: complément retraite, dépendance, et ça a été moins dit, pour la transmission précoce aux enfants. Donc ça, j'y tiens aussi. Évidemment, le motif pour lequel il marche le mieux, c'est la dépendance, bien sûr, ce qui a été dit par Dominique comme Clément. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on connaît mieux la durée à peu près de dépendance et tout, puis c'est un choc, on a besoin, etc. Mes remarques sur Dominique Ligier, quand même. La pauvreté française, là, vers 11%, là. Bon. On est quand même le 2e sur les 15 pays d'Europe de base, derrière les Pays-Bas. Donc peut-être que c'est triste. Dans quel sens? Les meilleurs, c'est-à-dire qu'on a le taux le plus bas. C'est-à-dire que le Pays-Bas c'est 7,5, nous c'est 10,11, la Suède c'est 19,20. Donc nous sommes pour le moment encore très bons. Donc tout dépend de ce qui va se passer sur les taux de remplacement et tout. Mais pour le moment nous sommes un des meilleurs du monde. Bon, effectivement, il y a les femmes âgées, les veuves âgées qui posent problème, donc, mais ça, c'est autre chose. Alors, sur le problème qui va se passer dans les rapports entre générations, je vais très vite. Alors, donc, si jamais il y a un taux de remplacement qui baisse, les enfants vont devoir s'occuper plus de leurs parents, puisque le public ne le fera pas. Il faudra bien qu'ils s'y fassent plus, qu'ils s'occupent plus d'eux, qu'ils leur donnent plus d'argent, et leurs espérances d'héritage vont baisser. Il y a un problème. Ils ne peuvent pas perdre sur tous les tableaux. Sur les rapports dans votre génération, je ne vais pas plus loin. Alors, sur ce qu'a dit donc Clément. Alors, je suis surpris par le VIL, là, le produit VIL, là, le viager intermédiaire libre. Là. Vous l'avez appelé VIL, comme un VIL, c'est pas beau. Bon. Alors, si, d'un point de vue pour les économistes, d'un point de vue de la rationalité des épargnants, donc, il y a 3 critères. On a vu avec Hippolyte que pour l'empêcher de parler en particulier, c'est que le risque d'investissement à fonds perdu à 2-3 ans est quelque chose dont on ne veut pas entendre parler ni l'État ni les assureurs en disant regardez l'espérance de gain à long terme. Nous, on a montré que c'était rationnel d'envisager ce cas-là. Or là, vous voyez bien que pour un produit de rente, s'il meurt au bout de 2 ans, c'est la cata. Vous me direz, mais il a l'assurance, il s'en moque, c'est la cata. Bon. Deuxièmement, par rapport à la famille, c'est quand même la famille n'aura rien. C'est-à-dire qu'évidemment, on spolie les enfants de l'héritage, et il y a quand même aliénation du bien. Donc, par rapport à ce que propose Éric Guillaume ou d'autres gens, c'est assez intéressant que ce soit un produit pur de rente viagère. Bon. Alors, l'autre s'appelle VIS, mais pas CE, mais S, VIS, le viager intermédiaire social. Bon. Alors là, il y a le problème donc qui se pose. Donc là, je pense que c'est important que la Caisse soit dans ce domaine-là, puisque c'est du logement social. Alors, sur les problèmes de rachat, quand on a un viager intermédiaire, mais on a la même chose sur le prêt viager, déjà. Il y en a 6 000 au crédit foncier. Si jamais, c'est-à-dire que ça sera considéré comme une dette sur le logement. Donc, ça aura la même force que pour les prêts viagers. Je rappelle que le crédit foncier en a 6 000, que pour le moment c'est uniquement capital, et ils sont en train de phosphorer sur ce qu'ils appellent une rente hypothécaire possible. Pour le moment, ils n'y vont pas. C'est assez intéressant que la Caisse soit polaire sur ce sujet-là. Et puis, oui, sur le prêt viager, donc, tel qu'il est maintenant, juste un petit mot pour le crédit foncier. Donc. Imaginez que donc la dette accumulée ne dépasse pas le prix du logement, ou qu'il soit assuré contre, ce qui n'est pas possible en France, mais qui est possible aux États-Unis. Vous voyez ce que c'est? Quand même pas mal. C'est-à-dire que la plupart des risques dont a parlé Clément là, sur l'antisélection, le prix du logement et tout, le prêt viager, il n'y a plus rien du tout. À quoi s'apparente pour le crédit foncier, pourvu qu'il soit couvert contre le fait que la dette ne dépasse pas le prix du logement, à quoi ça s'apparente exactement ce que fait le crédit foncier? À un placement à 8% taux d'intérêt, applaudissements, 8% taux d'intérêt, à échéance inconnue, puisque ça, effectivement, ça va dépendre de la mort de l'individu. Je comprends qu'ils en aient que 6 000, c'est du côté des emprunteurs qu'il y a un problème. Mais pour eux, c'est quand même tout bénéfice. Une réponse rapide de Oui, alors, mais c'est pas une réponse, c'est simplement une précision. La difficulté que je voulais soulever quand vous avez dit c'est la même chose pour les héritiers entre le prêt viager hypothécaire et le... En fait, ce que je voulais soulever, c'était la difficulté du point de vue de l'investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur détestera se retrouver dans la situation de copropriétaire parce qu'il aura un bien
potentiellement illiquide. Et donc, pour l'investisseur, donc c'était pas le point de vue des héritiers que je prenais, bien le point de vue de l'investisseur. Une chose pour le préviagé. Non, parce que l'investisseur, il n'est pas copropriétaire, dans le cas du préviage hypothécaire, il n'est pas copropriétaire du bien avec les héritiers. On change la loi pour que ce soit pareil. Voilà. Non, mais donc, du point de vue... Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de changer la loi de ce point de vue-là. Parce que donc simplement, ce que je voulais signaler, bon, je vais m'arrêter là, c'est que du point de vue de l'investisseur, et c'est bien si on souhaite que des investisseurs se positionnent sur ce produit, si encore une fois c'est bien le point de vue de l'investisseur que je prenais, c'est qu'on lui assure à lui, et pas aux héritiers, on lui assure à lui qu'il aura les moyens de réaliser la vente du bien et donc de forcer les héritiers à pouvoir céder le bien. C'était juste simplement ce point de vue-là. Et pour la plaisanterie, en fait, vous pouvez laisser le P dans les acronymes, c'est que c'est bien le VIPL et le VIPS, ni le VIS ni le VIL. Le VIPREST. Voilà. Une question de la salle. Juste Oui. vous présenter avant. Oui, bonjour, Muriel Boulmiala. Moi, je suis ravie évidemment que ce sujet vienne en débat comme celui-ci. Je me permettrai de rappeler que le prêt viager hypothécaire est un prêt basé sur la consommation, alors que le viager emporte transfert de propriété dès l'acte lui-même. Donc par nature, ce sont deux choses juridiquement complètement différentes. Néanmoins, je trouve en effet que là, ça permet de zapper le traumatisme Jeanne Calment, dont la victime fut son notaire. Bon, d'une part, et d'autre part, qui a ramené la table des viagers à 120 ans. Alors c'est vrai que ça peut faire réfléchir un investisseur, même s'il est en situation aujourd'hui de se dire que les produits d'épargne long immobilier défiscalisés sont terminés, et donc on pourrait regarder vers les viagers, ce que d'ailleurs s'empressent de faire connaître les notaires, et c'est une demande forte du Conseil national supérieur du notariat. Néanmoins, voilà, moi je voudrais dire que c'est cet élément où on gomme le face-à-face entre crédit rentier et débit rentier me paraît fondamental. Le fait qu'on l'ouvre évidemment aux acteurs sociaux est important. Je rappelle qu'il y a 405 000 propriétaires de plus de 70 ans qui ont un revenu annuel de 10 000 euros. Donc ça veut dire que pour le coup, c'est important de réfléchir à leur avenir, si même 70 ans est un âge où on a encore des projets. Et d'autre part, je voudrais attirer l'attention de notre réflexion collective à propos de cette génération sandwich qui sont les 60 ans d'aujourd'hui. De l'espérance de vie et de la singularité de la France à son vieillissement, mais également à ce qui fait sa particularité, c'est-à-dire un taux de natalité élevé. C'est-à-dire que nous avons encore, et pour quelques années, un taux de renouvellement de notre population qui nous permet de voir les choses différemment. Mais le viager me paraît intéressant justement pour cette génération sandwich qui fait l'apport intergénérationnel aux plus jeunes tel qu'on l'a vu en début de matinée et qui est obligé de participer pour 80% d'entre eux à la dépense du placement quand leurs parents sont âgés. Et ceci nous amène quand même gentiment jusqu'en 2030, où là, on va avoir une baisse. Donc je trouve que cette réflexion libre, partielle, sociale du viager me paraît vraiment, vraiment une piste à creuser. Merci. Peut-être une question. Éric Guillaume. Là. Bonjour, Éric Guillaume, président de Cohésion et directeur général de Corem. Donc à ce titre, je voudrais vous faire part des derniers chiffres de mutualisation et de volume. L'Union mutualiste retraite a envoyé à l'ensemble de ses sociétaires une information sur le viager. Vous parliez de l'information et de la diffusion. Et sur le dernier envoi qui date du mois dernier, c'est 65 000 personnes. On a eu un taux de satisfaction et de souscription immédiat de plus de 4%. Si vous extrapolez ça à ce que vous avez en nombre de population, effectivement, ça demande une levée de fonds qui va être considérable. Parce qu'il y a donc sur un test de 65 000 personnes, 4% de la population, de plus de 60 ans, bien évidemment, 4% de la population a répondu favorablement et va jusqu'à la souscription de l'acte notarié dans les actes qui sont en cours aujourd'hui. Ce qui est fondamental en volume, ce qui est en train de prendre effectivement avec le premier fonds mutualisé de Corem, une dimension qu'on ne connaissait pas aujourd'hui, je vous l'accorde tout à fait André, qu'on n'avait pas par le viager de gré à gré, qui ne permettait pas d'avoir cette dimension statistique
suffisante. Deuxième point, effectivement, pour reprendre votre expression et votre précision sur le viager intermédiaire, qu'il soit partiel ou qu'il soit libre, effectivement, dans la mesure où il est partiel, je pense qu'il garde vraiment, il a deux handicaps majeurs. Le premier, c'est qu'effectivement, il va diminuer par nature la valeur occupée, donc la rente, parce qu'on on garde la propriété divisée avec les enfants. Et deux, vous demandez à l'investisseur de gérer pendant une période longue déjà un patrimoine diffus, mais qui de surcroît va être un patrimoine en copropriété. Et ça, c'est compliqué, ça défavorise l'investisseur. Puis le troisième, c'est pour l'anecdote, c'est pour Madame Jeanne Calment. Il faut quand même se rappeler une chose sur Jeanne Calment, c'est qu'elle avait un viager libre et pas un viager occupé. Enfin, le notaire avait un viager libre et pas un viager occupé. Et que tout simplement, c'est le locataire qui payait la rente et même le notaire n'a absolument rien perdu pour l'anecdote. Contrairement à ce qu'on pense sur l'histoire. Merci. Alors, sauf s'il y a une dernière question, sinon on va... Toi, tu as une question? Parce que sinon, on zappe la pause café. Alors, c'est comme non, mais juste 10 secondes. Pour Jeanne Calment, il y a toujours la suspicion de fraude à l'assurance, que c'est sa fille qui aurait pris la place et que les 120 ans n'ont jamais eu lieu. Et sur, je répète donc, pour la copropriété, ça marche pour le prêt viager, donc il suffit d'accommoder le VIP donc au prêt viager hypothécaire. Et troisièmement, on n'en a pas discuté, même s'il y a 4%, etc. Le dernier point qui pose problème, c'est la durée. J'ai entendu, moi, dans les agences immobilières, les gens qui veulent vendre en viager, ils attendent entre 18 et 36 mois. Ces chiffres sont sans doute faux. Mais si vous devez attendre 4 ans avant de vendre en viager, vous ne le faites plus. Donc, si les investisseurs se mettent là-dessus, il faut que la vente ait lieu rapidement. Parce qu'à 75-80 ans, on ne peut pas attendre 4 ans. Donc on fait une petite pause et on reprend à 11h30.